Lors de la fête de fiançailles de mon frère, il m'a humilié devant les invités, en disant « Elle simule pour attirer la sympathie ». Mon père m'a appelé le plus grand échec de la famille pendant que ma mère détournait le regard avec dégoût. Il ne savait pas que quelqu'un avait appelé le 911. 15 minutes plus tard, 5 agents sont entrés et toute la fête s'est figée. Je m'appelle Léa Mercé. J'ai 27 ans et je suis paralysé à partir de la taille depuis l'accident de voiture qui a divisé ma vie en un avant et un après. Je ne suis pas allé à la fête de fiançailles de mon frère pour attirer l'attention. J'y suis allé parce qu'une part de moi voulait encore croire qu'il y avait une famille qui m'attendait derrière tous ces sourires froids, ces photos forcées et ces insultes chuchotées. J'ai porté un chemisier crème doux, je me suis brossé les cheveux 2 fois, et je me suis dit que je pourrais survivre à une soirée dans une pièce remplie de personnes qui regardaient mon fauteuil roulant avant de regarder mon visage. J'avais tort. Au moment où j'ai roulé près de la zone des photos, le sourire de mon frère a changé. Pas le genre de changement que les étrangers pouvaient remarquer, mais celui que j'avais appris à redouter. Il a regardé mon fauteuil comme si c'était de la saleté laissée sur un tapis blanc. Puis, il a ri assez fort pour que tout le monde l'entende et a dit que je simulais pour attirer la sympathie. Mon père ne m'a pas défendu. Il m'a appelé le plus grand échec de la famille. Comme si ma colonne vertébrale brisée était une insulte personnelle à son égard. Ma mère a détourné le visage, dégoûtée, comme si m'aider allait ruiner la petite image parfaite qu'ils avaient construite autour des fiançailles de mon frère. J'ai essayé de garder mes mains stables sur les roues. J'ai essayé d'expliquer que je ne pouvais pas m'asseoir sur la chaise décorative qu'ils voulaient pour les photos. Mon frère s'est approché, sa voix baissant pour devenir cruelle et excitée. « Arrête de simuler », a-t-il dit. Avant que je ne puisse réagir, j'ai violemment heurté le sol. Pendant quelques secondes, personne ne s'est exclamé ni n'a bougé. Ils sont tous restés là à me dévisager, pendant que mon frère m'accusait d'avoir gâché sa fête. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que quelqu'un avait déjà appelé le 911. 15 minutes plus tard, 5 agents ont franchi ces portes et toute la fête s'est figée. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi quel temps il fait chez vous aujourd'hui. Semble-t-il calme, lourd, ou tout aussi imprévisible que la nuit où ma famille a finalement été démasquée? 1 heure avant que mon frère ne pose les mains sur moi, la fête de fiançailles ressemblait encore au genre de soirée que les gens publient en ligne pour prouver que leur vie est parfaite. Le lieu de réception était le Skyline Glass Hall, un espace événementiel sur un toit à Charlotte avec des murs en verre, des sols en pierre polie, et une vue sur la ville qui obligeait chaque invité à s'arrêter pour prendre des photos. Des orchidées blanches étaient suspendues à des cadres dorés. Des bougies couleur champagne bordaient les tables. Un mur de rose pâle se dressait derrière la zone des photos avec les initiales de mon frère et de sa fiancée brillant d'une lumière douce. L'endroit semblait assez cher pour que la gentillesse y paraisse déplacée. Mon frère était Nolan Mercé, 32 ans, beau, ambitieux, et travaillant comme directeur du développement de projets pour un groupe hôtelier de luxe. Cette nuit comptait pour lui plus que pour l'amour. Beaucoup d'invités étaient liés à son entreprise, à ses investisseurs ou à la promotion qu'il convoitait. Sa fiancée, Claire Whitmore, se déplaçait dans la pièce dans une robe en soie champagne, souriant nerveusement comme si elle essayait de se montrer à la hauteur de l'homme parfait qu'elle pensait connaître. Mes parents se tenaient près du bar, fiers et raides. Mon père, Charles Mercé, avait été consultant pour la police après avoir quitté les forces de l'ordre, et il se comportait toujours comme si chaque personne dans la pièce lui devait le respect. Ma mère, Vivian Mercé, présidait des comités de bienfaisance et adorait être photographiée à côté de causes telles que l'inclusion et la sensibilisation au handicap. Mais lorsque sa propre fille est arrivée en fauteuil, son sourire s'est crispé comme si j'avais apporté le mauvais temps à l'intérieur. Le code vestimentaire était blanc, or et champagne. J'avais fait des efforts. Je portais un chemisier crème, une jupe beige, et j'avais même enroulé une écharpe dorée autour du côté de mon fauteuil. Mais mon fauteuil roulant était noir mat, fait sur mesure, et la seule raison pour laquelle je pouvais me déplacer dans le monde sans demander la permission. Pour moi, c'était la liberté. Pour eux, c'était une tâche. Nolan a remarqué le fauteuil avant de me remarquer. Ses yeux se sont baissés vers les roues, puis se sont levés vers mon visage avec la même vieille déception, comme si ma blessure à la moelle épinière était un choix que je faisais sans cesse pour l'embarrasser. Il a embrassé l'air à côté de ma joue et a dit « Léa, tu es venue ». Pas chaleureusement, juste surpris, presque déçu. Je lui ai dit « Félicitations ». Je voulais être sincère. Il fut un temps où je croyais qu'il me voulait dans sa vie. Avant l'accident,
avant l'hôpital, avant que ma famille ne construise un mensonge entier autour de mon silence. Nolan a jeté un coup d'œil vers le mur de photos et a baissé la voix. Essaie juste de ne pas te placer dans chaque photo ce soir, d'accord? Claire est très stressée. Je me suis déplacé vers le côté de la pièce, près d'un pilier où je pouvais voir la fête sans bloquer le passage de quiconque. J'étais toujours en train de calculer l'espace, les sorties, les tapis, les pieds de table et les personnes reculant sans regarder. J'avais passé 2 ans à me faire toute petite pour le confort des autres. Mais même dans un coin, j'étais encore trop visible. Ma mère est venue la première, tenant une flûte de champagne. Elle s'est penchée, souriant toujours à la salle, et a chuchoté, « Pourrais-tu t'éloigner un peu plus de la zone principale ?» Le photographe prend des plans d'arrière-plan. J'ai demandé où elle voulait que j'aille. Ses yeux ont rapidement regardé vers le couloir près des toilettes. Juste quelque part de moins central, ma chérie. C'est la soirée de Nolan. Mon père l'a rejointe et n'a pas pris la peine de chuchoter. Léa, pourquoi faut-il toujours que tout tourne autour de toi? Je l'ai regardé. J'avais à peine parlé. Il a regardé mon fauteuil roulant, puis les invités, puis moi. Tu trouves toujours un moyen de rappeler aux gens que tu es brisé. Une femme près de la table des desserts s'est légèrement tournée. Elle était élégante, ayant peut-être 40 ans, portant une robe bleu marine et l'expression calme d'un médecin. Je ne la connaissais pas encore, mais j'ai remarqué l'inquiétude dans ses yeux. Mon père a continué, tu aurais pu faire un effort. Ton frère essaie de construire un avenir. Ne rends pas cela bizarre. Je voulais dire que j'avais autrefois un avenir, moi aussi. Je voulais dire que Nolan conduisait la nuit où le mien a été détruit. Au lieu de cela, j'ai ravalé mes mots parce que pendant 2 ans, ma famille m'avait entraîné à protéger la personne qui m'avait blessé. Je me suis dirigé vers les portes de la terrasse. Derrière moi, Nolan riait avec des hommes de son entreprise. Puis, j'ai entendu mon prénom. Elle exagère tout. Il a dit que les médecins n'avaient jamais dit qu'elle ne pourrait pas s'améliorer, mais que Léa aime qu'on s'occupe d'elle. Quelqu'un a murmuré quelque chose. Nolan a ri doucement. Ouais, cela lui attire de la sympathie. Vous savez comment sont les drames familiaux. J'ai gardé mes mains sur mes roues et j'ai regardé droit devant moi. Si je réagissais, j'étais émotive. Si je restais silencieuse, j'avais l'air coupable. De toute façon, Nolan gagnait. Mais la femme en robe bleu marine s'était approchée, faisant semblant d'examiner les fleurs. Elle m'a regardé une fois, demandant avec les yeux si j'allais bien. J'ai fait un tout petit signe de tête. Puis, le coordinateur de l'événement a tapé dans ses mains et a annoncé les photos de famille. Nolan s'est retourné à travers la pièce et m'a trouvé immédiatement. Son sourire est revenu. Parfait pour les invités, mais ses yeux étaient froids. Il a pointé du doigt le mur de photos, puis a regardé mon fauteuil roulant. Pas avec ce fauteuil sur la photo, a-t-il dit. La zone des photos ressemblait à une couverture de magazine. Une plateforme basse en acrylique se trouvait devant le mur de rose, avec 2 chaises longues dorées au centre pour Nolan et Claire, et des chaises plus petites autour d'eux pour la famille. Je connaissais le problème avant même que quiconque ne le dise. Ces chaises étaient belles, étroites et dangereuses pour une personne ayant ma blessure. Je pouvais me transférer sur certaines surfaces si elles étaient stables. Si la hauteur était bonne, et si j'avais le temps. Mais ce n'était pas la même chose que d'être forcé de s'asseoir sur une chaise décorative, sur une plateforme glissante, devant 80 personnes. Ma lésion T12 signifiait que je n'avais aucun équilibre fiable en dessous de ma taille. Je ne pouvais pas sentir mes jambes. Je ne pouvais pas me retenir si je basculais. Je ne pouvais pas devenir valide simplement parce que la photographie était plus belle ainsi. Je me suis approché et je me suis arrêté au bord de la plateforme. Claire m'a fait un petit sourire incertain. Nolan s'est placé à côté de moi et s'est penché comme s'il était doux. Le photographe est prêt, a-t-il dit entre ses dents. Assois-toi juste sur la chaise pendant 2 minutes. J'ai gardé la voix basse. Nolan, je ne peux pas m'y asseoir en toute sécurité. Mon fauteuil est très bien. Mettez-moi sur le côté si vous voulez. Il a ri sans humour. Tu as toujours une excuse. Des invités à proximité ont souri parce qu'ils pensaient qu'ils étaient censés le faire. Ma mère a ajusté des fleurs qui n'avaient pas besoin d'être ajustées. Mon père a croisé les bras. Claire avait l'air confuse. J'ai réessayé.
Je ne refuse pas pour être difficile. J'ai besoin de soutien. Si je perds l'équilibre, je vais tomber. Nolan s'est redressé, élevant suffisamment la voix pour que le premier rang l'entende. N'est-ce pas incroyable comment la blessure apparaît exactement lorsque la tension se détourne d'elle? Quelques personnes ont ri nerveusement. Mon visage brûlait. J'ai regardé mon père, espérant un peu de décence. Il n'en a montré aucune. Fais un effort pour une fois, Léa. Arrête de nous embarrasser. Ma mère a chuchoté, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Cette phrase m'avait suivi toute ma vie. Ne fais pas de scène quand Nolan mentait. Ne fais pas de scène quand il prenait des choses. Ne fais pas de scène quand je me suis réveillé à l'hôpital et que j'ai dit la vérité sur qui conduisait. Ne fais pas de scène quand ma famille a décidé que son avenir comptait plus que mon corps. J'ai agrippé mes roues et j'ai dit, non. Ce n'était pas fort. Cela n'avait pas besoin de l'être. La mâchoire de Nolan s'est contractée. Il s'est approché, bloquant ma vue. Tu penses que tu peux m'humilier devant mon entreprise, a-t-il chuchoté. Tu penses que c'est ta scène? J'ai secoué la tête. Je veux juste rester dans mon fauteuil. Quelque chose s'est brisé en lui, d'abord silencieusement. Sa main est descendue vers le frein sur ma roue droite. Clic. Puis l'autre frein. Clic. Mon fauteuil était verrouillé. La femme en robe bleu marine s'est déplacée brusquement depuis le côté de la pièce. J'ai vu sa main aller vers son téléphone. Nolan ne l'a pas remarqué. Il était trop occupé à sourire à la foule comme un homme simulant la patience. Je vais aider ma sœur à rejoindre la photo de famille, a-t-il annoncé. Elle devient anxieuse et théâtrale. Léa, arrête de rendre les choses plus difficiles. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Nolan, ne me touche pas. La pièce est devenue si silencieuse que j'ai entendu un verre toucher une table. Claire a prononcé son nom doucement, l'avertissant. Il l'a ignoré. J'ai enfoncé mes doigts dans les accoudoirs. Arrête. Je n'ai pas d'équilibre. Il a baissé son visage près du mien et a sifflé, arrête de simuler pour attirer la sympathie. Mon corps est parti en avant que je ne puisse me protéger. Mes hanches ont glissé de travers. J'ai cherché à attraper la roue, la plateforme, n'importe quoi. Pendant une terrible seconde, j'ai été suspendu entre mon fauteuil et le sol, sachant exactement ce qui allait se passer et incapable de l'arrêter. Puis il a lâché prise. Peut-être qu'il a perdu sa prise. Peut-être qu'il s'est rendu compte que les gens regardaient. Peut-être qu'il voulait que la chute ait l'air d'être de ma faute. J'ai d'abord heurté le bord de la plateforme en acrylique. Une lumière blanche a explosé derrière mes yeux. Mon épaule a percuté le sol. Un plateau de flûte à champagne s'est écrasé à côté de moi et le verre s'est éparpillé sur la pierre polie. La douleur a traversé ma main, chaude et immédiate. Ma tête bourdonnait. Personne ne respirait. La musique s'est arrêtée. Le photographe a baissé son appareil. Claire s'est couvert la bouche. Ma mère a halté mais n'a pas prononcé mon nom. Mon père n'a pas bougé. Nolan se tenait au-dessus de moi, le torse soulevé, le visage rouge. Pendant une seconde impossible, j'ai pensé qu'il pourrait réaliser ce qu'il avait fait. Au lieu de cela, il a dit, « Regarde ce que tu m'as fait faire. Tu as gâché mes photos de fiançailles. » C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir embarrassé. L'embarras appartient aux personnes qui pensent encore qu'elles doivent des excuses à la salle. J'étais blessé, mais ma famille s'intéressait davantage à la photo. La femme en robe bleu marine s'est frayé un chemin à travers la foule et s'est agenouillée à côté de moi. Que personne ne la touche, a-t-elle dit sèchement. Elle a une lésion de la moelle épinière. Ne la bougez pas. Nolan a ricané. Elle va bien. Elle fait ça exprès. La femme a levé les yeux vers lui, sa voix devenant froide. Je suis médecin, a-t-elle dit. Et j'ai déjà appelé le 911. Son nom était Dr Priya Rao et elle fut la première personne dans cette pièce à me traiter comme un être humain plutôt que comme un problème. Elle a placé une main près de mon épaule et l'autre à côté de ma tête, faisant attention de ne pas tordre mon cou. Léa, m'entendez-vous, a-t-elle demandé. J'ai chuchoté, oui. Bien. N'essayez pas de bouger. Gardez les yeux sur moi si vous le pouvez. Vous n'êtes pas seul.
Ces mots m'ont presque brisé plus que la chute. Je n'avais rien entendu de tel de la part de ma famille depuis 2 ans. Nolan a reculé, soudain conscient du nombre de téléphones pointés sur lui. C'est ridicule, a-t-il dit, forçant un rire. Elle a glissé. Tout le monde l'a vu glisser. Dr Rao n'a pas détourné le regard de moi. Je vous ai vu verrouiller ses roues avant de la toucher. Je vous ai vu attraper le haut de ses bras. Je l'ai entendu vous dire de ne pas la toucher. Ce n'est pas une glissade. Un murmure a parcouru les invités. Nolan est passé de la colère au calcul. Il a regardé Claire. Bébé, dis-leur que j'aidais. Claire l'a fixé comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Je ne sais pas quoi dire, a-t-elle chuchoté. Mon père a finalement bougé, non pas vers moi, mais vers Dr Rao. Madame, c'est une affaire de famille. Vous portez des accusations que vous ne comprenez pas. Dr Rao a levé les yeux lentement. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est une urgence. La bouche de mon père s'est pincée. Des années à se faire obéir ne l'avaient pas préparé à quelqu'un qui ne se souciait pas de son ton. Ma mère tournait autour de Nolan, pleurant maintenant, mais ses yeux continuaient de se poser furtivement sur les invités. Elle mesurait les dégâts, pas ma douleur. Nolan s'est accroupi soudainement, tendant la main vers moi comme s'il se rappelait l'existence des caméras. Léa, allez. Dis-leur que c'était un accident. Dis-leur que j'aidais. Dr Rao a rétorqué sèchement, reculez maintenant. Nolan s'est figé. Un homme en costume gris s'est avancé. Je l'avais vu plus tôt avec les collègues de Nolan. Son visage était pâle mais ferme. J'ai la vidéo, a-t-il dit. Nolan s'est retourné vers lui. Marcus, ne fais pas ça. L'homme, Marcus Bell, a brandi son téléphone avec des mains tremblantes. J'ai commencé à enregistrer quand tu as verrouillé ses roues. Je pensais que tu allais faire quelque chose de stupide. Je ne pensais pas que tu allais vraiment la tirer hors du fauteuil. Les yeux de Nolan se sont écarquillés. Tu comprends mal ce que tu as vu. Marcus a secoué la tête. Non, j'ai fini de te mal comprendre. Puis les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Des pas lourds sont entrés dans la salle. Un agent est entré en premier, puis un autre, puis 3 autres derrière eux. 5 agents en uniforme sombre sont entrés dans une pièce remplie de fleurs crème, de bougies dorées et de personnes riches et terrifiées, et toute la fête de fiançailles s'est figée. L'agent principal a tout vu en quelques secondes. Une femme sur le sol, un fauteuil roulant verrouillé à plusieurs mètres de là, du verre brisé, des invités en train de filmer, un homme transpirant à travers un costume cher. Qui a appelé le 911 ? Dr Rao a levé une main sans bouger l'autre du côté de ma tête. C'est moi. Je suis le docteur Priya Rao. J'ai été témoin de l'agression et j'ai demandé une intervention médicale pour une lésion de la moelle épinière. Une agression, a aboyé Nolan. Êtes-vous folle ? Mon père s'est placé devant lui. Agent, je suis Charles Mercé. J'ai travaillé avec les forces de l'ordre pendant des années. Tout cela prend des proportions démesurées. Ma fille est très émotive et mon fils essayait seulement de l'aider à s'asseoir sur une chaise. L'agent principal l'a regardé. Monsieur, reculez. Mon père ne l'a pas fait. Je vous le dis, c'est un malentendu. Monsieur, reculez immédiatement ou vous serez expulsé. C'était la première fois que je voyais mon père obéir à quelqu'un tout en étant en colère. Des ambulanciers sont entrés avec une civière. Dr Rao a fait un rapport clair. Les ambulanciers ont bougé avec précaution. Pour la première fois de la soirée, mon corps a été manipulé avec respect. Pendant qu'il vérifiait mes pupilles et bandait ma main, Marcus a montré la vidéo à l'agent principal. Je ne pouvais pas voir l'écran, mais j'entendais la respiration de Nolan s'accélérer. Une autre invitée a pris la parole. Je l'ai vue aussi. Puis un autre. Il a d'abord crié sur elle. Un serveur a dit, nous avons des caméras de sécurité braquées sur la plateforme. Je peux aller chercher le directeur. Le visage de Nolan a perdu toute sa couleur. Claire s'est éloignée de lui. Il a cherché à attraper son poignet. Claire, ne fais pas ça. Elle a reculé. Ne me touche pas. L'agent s'est approché de Nolan. Monsieur, retournez-vous et placez vos mains dans le dos. Nolan a ri, incrédule.
Vous ne pouvez pas m'arrêter à ma propre fête de fiançailles. Vous êtes en détention pendant que nous enquêtons sur une agression ayant causé des blessures. Retournez-vous. Ma mère s'est écriée, Charles, fais quelque chose. Mais mon père ne pouvait rien faire. Pas avec 5 agents, pas avec la vidéo, pas avec des témoins, pas avec Dr Rao toujours agenouillé à côté de moi parmi le verre de champagne brisé. Nolan m'a regardé et il n'y avait aucune excuse dans ses yeux. Seulement de la fureur. Léa, dis-leur que c'était un accident. Dis-leur tout de suite. Pendant 2 ans, j'avais raconté des mensonges pour le protéger. Cette nuit-là, je lui ai offert le silence. Les menottes ont cliqué autour de ses poignets. Claire a retiré sa bague de fiançailles et l'a tenue dans sa paume. Elle n'a pas crié. Elle a simplement fixé l'homme qu'elle avait failli épouser. Alors que les ambulanciers me soulevaient sur la civière, Nolan a crié mon prénom. Ma mère a sangloté en disant que je détruisais la famille. Mon père m'a regardé avec une haine déguisée en déception. Mais les invités en avaient assez vu. Les portes de l'ascenseur se sont fermées entre moi et la fête. Et pour la première fois depuis l'accident, j'ai compris que la vérité pouvait encore avancer même quand mes jambes ne le pouvaient pas. À l'hôpital, la douleur est venue par vagues. Ma tête palpitait. Ma main droite brûlait là où le verre m'avait coupé la paume. Et j'avais l'impression que quelqu'un avait enfoncé un clou à travers mon épaule. Le scanner n'a montré aucun nouveau dommage rachidien, ce qui était une bonne nouvelle. Mais les personnes qui disent cela comprennent rarement ce que les anciens dommages rachidiens ont déjà pris. Dr Rao est resté jusqu'à ce que je sois installé. Elle a parlé avec le médecin des urgences, s'est assuré que l'historique de ma blessure était correctement enregistré, et m'a donné sa carte. Si votre famille essaie de faire pression sur vous, appelez-moi, a-t-elle dit. Pas seulement pour des conseils médicaux. S'ils essaient de vous faire douter de ce qui s'est passé. Je l'ai regardée, trop fatiguée pour cacher ma surprise. Elle avait déjà vu des familles comme la mienne auparavant. Le lendemain matin, mes parents sont arrivés avant le petit déjeuner. Ma mère portait des lunettes de soleil à l'intérieur. Mon père avait l'air de ne pas avoir dormi, mais la colère le maintenait debout. Aucun n'a demandé comment allait ma tête. Aucun n'a demandé combien de points de suture il y avait dans ma main. Ma mère a commencé par « Léa, ma chérie, il faut qu'on parle de Nolan. » Bien sûr qu'il le devait. Mon père a fermé la porte. Ton frère a passé la nuit en cellule de détention à cause de ce gâchis. À cause de ce gâchis, ai-je répété. Sa mâchoire s'est contractée. Ne déforme pas mes propos. Il a fait une erreur. Il était sous pression. Il y avait des cadres supérieurs. La famille de Claire était là. Tu sais à quel point il est sensible à l'idée d'être embarrassé. Ma main battait sous le pansement. Ma mère s'est assise à côté du lit et a tendu la main vers moi. J'ai éloigné ma main. Son visage s'est décomposé, non pas de culpabilité, mais d'offense. Léa, c'est ton frère. Il est sur le point de tout perdre. Sa promotion, ses fiançailles, sa carrière. Tu n'as aucune idée de ce que cela pourrait lui faire. Je l'ai fixé. Je sais exactement ce que l'on ressent quand on perd tout. Le silence a rempli la pièce. C'était la règle dans notre famille. Nous pouvions parler du stress de Nolan, des erreurs de Nolan, de l'avenir de Nolan, et de la réputation de Nolan. Nous ne parlions pas de l'accident à moins que tout le monde convienne qu'il était tragique et que ce n'était la faute de personne. Puis une femme a frappé une fois et est entrée. Elle portait un blazer bleu marine et tenait un dossier en cuir. Léa Mercé ? Je suis Avery Brox. Le docteur Rao m'a demandé de passer si vous étiez d'accord pour parler avec une avocate. Mon père s'est levé. Elle n'a pas besoin d'avocate. Avery l'a regardé, puis m'a regardé. Cela dépend de Léa. J'ai dit, je veux lui parler. Ma mère a chuchoté, Léa, ne sois pas dramatique. Avery a regardé ma main bandée et les ecchymoses qui se formaient sur mes bras. Je pense que nous avons dépassé le stade du dramatique. Mon père lui a ordonné de partir. Avery a calmement répondu que s'il entravait l'accès d'une victime à son avocate, elle demanderait à la sécurité de l'hôpital de l'escorter dehors. Mes parents sont sortis dans le couloir, furieux. Avery s'est assise à côté de moi et a expliqué ce qui pouvait se passer ensuite. Les poursuites pénales étaient déjà en cours.
parce que j'étais handicapé et que Nolan m'avait arraché à un dispositif de mobilité, l'affaire comportait des circonstances aggravantes. Il y avait aussi la possibilité d'une action civile, non seulement pour l'agression, mais aussi pour la détresse émotionnelle, les frais médicaux et l'historique lié à l'accident d'origine si des preuves le confirmaient. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a ouvert le dossier. Le docteur Rao a mentionné que votre famille a peut-être dissimulé des faits liés à l'accident qui a causé votre paralysie. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Pendant 2 ans, j'avais traité cette vérité comme une boîte verrouillée. Avery a attendu, alors je lui ai tout raconté. Je lui ai dit que Nolan conduisait après une fête d'entreprise. Je lui ai dit qu'il avait suffisamment bu pour que je le supplie de me laisser appeler un service de covoiturage. Il a ri et a dit qu'il allait bien. Il n'arrêtait pas de regarder son téléphone parce qu'il se disputait avec quelqu'un du travail. Je me souvenais de la lueur de l'écran, de la courbe de la route, du mouvement brusque du volant, du métal se pliant autour de nous. Je lui ai dit que je m'étais réveillé après l'opération avec ma mère qui pleurait et mon père qui disait que Nolan ne pourrait pas survivre à un casier judiciaire. Ils ont dit que la famille protège la famille. Ils m'ont demandé de dire que je ne me souvenais pas clairement de qui conduisait. Plus tard, quand les questions ont cessé, ils ont complètement changé l'histoire. Une mauvaise route, la pluie, le destin, n'importe quoi sauf Nolan. Avery a pris des notes sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, ma gorge était à vif. Puis Claire est arrivée. Elle se tenait à la porte, tenant un café non consommé, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Je m'attendais à la détester, mais elle ressemblait à une autre personne se réveillant de la performance de Nolan. Je suis tellement désolé, a-t-elle dit. Je l'ai cru. Il m'a dit que tu avais causé l'accident. Il a dit que tu avais bu et que tu avais attrapé le volant. Mon estomac s'est noué. Même après tout cela, je ne savais pas qu'il était allé aussi loin. Claire a tendu son téléphone à Avery. Nolan m'a envoyé des messages à ce sujet quand nous avons commencé à sortir ensemble. Il disait, tes parents ont aidé à gérer l'assurance parce que tu étais instable. J'ai tout gardé. Avery m'a regardé. Léa, ceci est important. Mes parents sont revenus juste au moment où Claire partait. Mon père a vu le dossier d'Avery, a vu le visage de Claire, et a compris que les murs se refermaient. Léa, a-t-il dit, la voix basse et menaçante. Fais très attention. Je l'ai regardé, et pour la première fois en 2 ans, je ne me suis pas senti comme sa fille effrayée. Je me suis senti comme un témoin. Non, ai-je dit. J'ai fait attention pendant 2 ans. Maintenant, je vais être honnête. La vidéo de la fête de fiançailles s'est propagée plus vite que quiconque ne l'avait prévu. D'abord, elle a circulé dans des groupes de discussion privés. Puis sur des pages locales, puis sur des comptes de potins qui adoraient voir de belles personnes s'effondrer dans des salles coûteuses. Quelqu'un avait flouté mon visage, mais celui de Nolan était clair. Sa voix était claire, elle aussi. Arrête de simuler pour attirer la sympathie. Cette phrase l'a suivi partout. En 48 heures, le groupe hôtelier l'a suspendu. Leurs déclarations utilisaient des mots d'entreprise froids sur les valeurs et l'investigation, mais tout le monde connaissait la vérité. Nolan Mercer, le fils prodige, le cadre montant, était devenu un fardeau public. Claire a rompu les fiançailles par l'intermédiaire de son avocat. Elle ne l'a pas rencontré, ne l'a pas appelé, ne lui a pas donné une dernière scène émouvante à contrôler. Elle a rendu la bague dans une boîte en velours sans aucun mot à l'intérieur. Mes parents ont essayé de me joindre depuis des numéros masqués. Ma mère pleurait en disant que je détruisais la vie de Nolan. Mon père disait que j'avais transformé une erreur en une guerre familiale. Quand j'ai refusé de répondre, ils ont contacté Avery. C'était leur erreur suivante. Avery a tout rassemblé. Marcus a donné sa vidéo et sa déclaration. Le lieu de réception a fourni les images de sécurité montrant Nolan verrouillant mon fauteuil roulant avant de me tirer en avant. Le docteur Rao a rédigé une déclaration médicale expliquant à quel point il était dangereux d'arracher une personne atteinte d'une lésion de la moelle épinière de son dispositif de mobilité. Puis Avery a trouvé les anciens dossiers de l'accident. Il y avait un reçu de bar de la nuit où Nolan conduisait. Les relevés téléphoniques montraient des SMS envoyés quelques minutes avant l'accident. Une note d'admission à l'hôpital indiquait que j'avais répété à une infirmière que mon frère conduisait et regardait son téléphone. Ma famille avait enterré la vérité socialement, mais il ne l'avait pas effacée complètement.
Lorsque l'avocat de Nolan a vu les preuves, les menaces ont cessé. Il voulait un accord de plaidoyer. Avery me l'a expliqué à l'hôpital. Nolan plaiderait coupable, accepterait une mise à l'épreuve, une courte peine de prison, une interdiction de contact, des travaux d'intérêt général et une reconnaissance formelle de culpabilité. En retour, il éviterait un long procès public. Le règlement civil s'élèverait à 410 000 $. Cet argent couvrirait les frais médicaux, les futures thérapies, les aménagements d'accessibilité, la douleur, la souffrance et les dommages causés par des années de mensonges. Ce chiffre ne semblait pas réel. J'avais passé 2 ans à me battre avec les assurances pour les réparations de mon fauteuil roulant, les thérapies, les médicaments et l'équipement de base. Maintenant, la vérité avait un prix, et pour une fois, ce n'était pas moi qui le payais. Mes parents sont venus à l'hôpital avec l'air dévasté. Mon père a dit qu'ils allaient devoir vendre la maison du lac, vider leur compte de retraite, vendre sa Mustang et contracter un prêt hypothécaire sur leur maison. Ma mère a chuchoté que cela les ruinerait financièrement. Le mot est resté suspendu dans l'air. Je les ai regardés et j'ai dit, maintenant, vous savez ce que l'on ressent quand les choix de quelqu'un d'autre détruisent votre avenir. Ils ont dit qu'ils avaient seulement fait ce qu'il y avait de mieux pour la famille. J'ai dit, non, vous avez fait ce qu'il y avait de mieux pour Nolan. Il y a une différence. 7 jours plus tard, le virement a été compensé. Ils ont vendu la maison du lac pour moins que ce qu'elle valait, ont vidé leurs économies et ont emprunté le reste. 2 jours après cela, Nolan s'est présenté au tribunal et a plaidé coupable d'agression ayant causé des blessures. Il a été condamné à 90 jours de prison, 5 ans de mise à l'épreuve, des cours obligatoires de gestion de la colère, 600 heures de travaux d'intérêt général auprès d'une organisation de soutien aux personnes handicapées, et une ordonnance d'interdiction de contact. Dans le cadre de l'accord, il a admis que ses actions étaient intentionnelles et nuisibles. Ces mots comptaient plus que l'argent, pas incompris, pas dramatique, pas un accident, intentionnel et nuisible. Nolan a perdu son travail avant de se présenter à la prison. Sa promotion s'est évaporée. Son réseau professionnel est devenu silencieux. La famille de Claire a retiré toutes les photos de lui. Mes parents ont cessé d'organiser des dîners parce que personne ne voulait s'asseoir à leur table et faire semblant de ne pas savoir. Quand Nolan est sorti, il n'est pas retourné dans des bureaux de gratte-ciel ni à des déjeuners d'affaires. Il a pris des gardes de nuit dans un entrepôt logistique en dehors de la ville. Les gens me demandaient si je me sentais heureuse. Je ne savais pas quoi répondre. Je n'étais pas heureuse que ma famille se soit brisée. Je n'étais pas heureuse qu'il ait fallu du sang sur un sol pour que les gens me croient. Mais quand j'ai vu la signature de Nolan au bas de la reconnaissance de culpabilité, j'ai dormi toute la nuit pour la première fois en 2 ans. 18 mois plus tard, je me suis réveillé dans une maison où chaque porte m'appartenait. Mon nouvel appartement avait de larges couloirs, des sols lisses, une douche de plein pied, des comptoirs abaissés et un balcon baigné par le soleil du matin. Je l'ai acheté avec une partie de l'accord financier, non pas parce que l'argent guérissait ce que Nolan avait fait, mais parce qu'il me donnait des choix que ma famille m'avait enlevés. J'ai utilisé le reste pour la physiothérapie, l'équipement adapté, les soins médicaux et le développement de mon entreprise de conseil en accessibilité à distance. Au début, ce n'était que moi et mon ordinateur portable aidant des entreprises à concevoir des sites web et des applications pour des personnes dont le corps ne correspondait pas aux suppositions paresseuses du monde. Puis les clients sont arrivés. Puis les recommandations. Ensuite, une organisation à but non lucratif m'a demandé de parler de la vie indépendante à des patients nouvellement blessés. J'ai failli dire non. Je ne me sentais pas inspirante. J'étais juste quelqu'un qui avait survécu à une famille qui confondait le silence avec la loyauté. Mais j'y suis allé et je leur ai dit la vérité. Perdre sa mobilité est difficile, mais perdre le droit d'être cru peut faire encore plus mal. Demander l'accessibilité n'est pas mendier. Un fauteuil roulant n'est pas un symbole d'échec. C'est un outil de liberté. Après, une jeune femme m'a pris la main et m'a dit, je pensais que ma vie était finie. Maintenant, je pense qu'elle est peut-être juste différente. Cela est resté en moi plus longtemps que n'importe quelles excuses. Nolan a fini par m'en envoyer une. Il a écrit qu'il était désolé de m'avoir humilié, désolé pour l'accident, et désolé de détester mon fauteuil roulant parce qu'il lui rappelait ce qu'il avait fait. J'ai lu la lettre 2 fois. J'ai pleuré pour le frère que j'aurais aimé qu'il soit et les parents que j'aurais aimé voir me protéger. Mais je n'ai pas répondu. Le pardon n'est pas une porte que vous êtes obligé d'ouvrir. Parfois,
c'est ranger la lettre, respirer sans haine et garder la serrure changée. Mes parents ont continué d'envoyer des messages par l'intermédiaire de proches. Ta mère a le cœur brisé. Ton père ne va pas bien. Nolan fait des efforts. Les familles font des erreurs. Mais chaque message portait la même exigence cachée. Reviens et fais-nous nous sentir innocents à nouveau. Je ne l'ai pas fait. La leçon que j'ai apprise est simple. Le sang n'est pas un contrat qui vous oblige à rester là où l'on vous fait du mal. Le respect n'est pas facultatif sous prétexte que quelqu'un partage votre nom de famille. L'amour qui exige votre silence n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Les limites ne sont pas de la cruauté. Les limites sont la façon dont les personnes blessées empêchent la blessure de devenir toute leur identité. Maintenant, lors de soirées calmes, je m'assieds près du petit jardin sur mon balcon. Mon téléphone vibre parfois avec des messages de personnes de mon groupe de soutien. Des personnes qui apprennent à utiliser les commandes manuelles, les aménagements et comment arrêter de s'excuser d'avoir besoin d'espace. Une nuit, un nouvel ami du centre de rééducation m'a envoyé un message, « Tu m'as aidé à croire que j'ai encore un avenir. » J'ai regardé ces mots et j'ai enfin compris la justice. Ce n'était pas Nolan perdant sa carrière. Ce n'était pas mes parents vendant leur maison du lac. La justice, c'était se réveiller là où personne ne m'appelait un fardeau. La justice, c'était choisir des personnes qui voyaient mon fauteuil et qui me regardaient quand même dans les yeux. La justice, c'était transformer ma douleur en connaissance précieuse qui pourrait aider quelqu'un d'autre à survivre. Parfois, se choisir soi-même plutôt que sa famille ressemble à une trahison. Mais parfois, c'est la première leçon honnête sur la survie, le respect de soi et la liberté.